Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 232e épisode du podcast À côté de mes pompes, le podcast consacré à la course à pied. En cette fin du mois de février s'ouvre à moi une période de congé avec la poursuite de l'entraînement, même si sur les prochains jours je vais me consacrer intégralement à ma famille. Quelques instants de repos après un début d'année intense à la fois sur le plan professionnel et sportif. J'effectuerai ma rentrée avec un dossard sur le semi-marathon de Cheverny, alors ça c'est début avril, mais d'ici là, il y aura de nombreuses sorties, de nombreux épisodes également qui, je l'espère, vous inspireront comme les précédents. Alors j'attends vos messages comme celui de Garance et Raphaël qui nous dit: épisode super bien construit et très enrichissant. Même quand on est un novice, on comprend très vite de quoi il s'agit et la documentation est vraiment bien basée sur des articles scientifiques. Un grand merci Garance et Raphaël pour ce message et mon petit doigt me dit qu'il s'agissait sans doute d'une capsule L'œil de la diète avec Nouchka. Dans cet épisode, le 232e, je reçois une sportive ordinaire, mais qui, vous allez l'entendre, réalise des aventures qui sortent de l'ordinaire. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Cécile Bertin, journaliste et auteure de nombreux livres sur la course à pied et sur cette pratique du sport au féminin. Elle anime également un site internet, Run, Fit et Fun, qui mêle course à pied, fitness et beaucoup de fun. Tout au long de cette interview, Cécile revient sur ses épreuves d'ultra-endurance qu'elle a pu réaliser aux quatre coins de la planète, du MDS en passant par une course sur l'Antarctique, 7 marathons sur 7 continents, des courses dans le désert et de nombreuses autres sur lesquelles elle reviendra. Nous aborderons également son activité d'écriture, ses projets, tout comme son regard sur la place de la femme, à la fois dans le trail et plus généralement dans le monde de la course à pied. Un grand merci à toi Cécile pour ce moment d'échange et cette bonne dose de rigolade. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'embarquer dans le monde de l'aventure de Cécile Bertin, le running au féminin. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Comment vas-tu au lendemain de ton périple sur le macadam du côté de Barcelone ? Eh bien, déjà bonsoir. Je vais bien. Les courbatures commencent à arriver. Et je me rappelais plus que ça faisait mal à ce point le bitume. Ouais, non, c'était bon, ça va, mais c'est compliqué. C'est très compliqué le bitume. C'est surtout compliqué de revenir sur quelque chose que j'ai pas fait depuis finalement pas mal d'années, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une réalité. Et d'avoir à accepter la chute de niveau. Ça, je crois que là, pour l'instant, je suis pas encore très sereine avec ce sujet. Je préfère le dire, assumer à 100%. La problématique quand tu as valu quelque chose qui n'est évidemment pas des chiffres de dingo. Hein. J'ai jamais été championne de France de semi-marathon, on est bien d'accord. Hein, mais quand tu as un peu des références en tête et que tu as laissé complètement tomber cette discipline et que tu y retournes et que tu te dis c'est pas possible, mais comment je peux être aussi lente et voilà. Mais on va s'accrocher, on va essayer de retrouver. Je commençais à retrouver un peu de plaisir là. Déjà c'est pas mal, hein, parce que c'est peut-être un objectif déjà en soi, retrouver le plaisir à courir sur le bitume. Pour la blague, c'est quand même un vrai objectif en fait, parce que si je suis allée sur le trail assez rapidement finalement. C'est parce que j'y trouvais énormément de plaisir. Parce que allez, on va dire les choses et pas se mentir. Je trouve que l'avantage avec le trail, c'est que toi t'es un peu lente, mais tu te dis oh ouais mais les paysages sont tellement beaux, oh bah ouais mais kiffe le moment, bah c'est moins grave et tout. Quand t'es sur route et même si t'as des semis, des marathons qui sont dans des belles villes et tout, on est quand même là pour courir. Voilà, donc c'est tout de suite beaucoup plus frustrant quand tu ne cours pas aussi vite que tu l'espères. Mais voilà, j'ai en gros pas le choix.
je me suis fixé des objectifs en 2024 et voilà. Et l'idée, c'est quand même, c'est surtout ça, c'est il est clair que je ne retrouverai jamais les chronos que j'ai pu avoir il y a 5-6 ans. Là, ça, la question se pose même pas. Mais j'aimerais bien pouvoir profiter de mes courses. On sait que sur un marathon, on va souffrir. On le sait. À un moment, il faut être lucide. On sait qu'il y a des moments où c'est compliqué. Mais s'il pouvait être le plus court possible et le plus tard possible, ça m'arrangerait bien. Voilà. Donc ça, c'est objectif 2024. Alors, on en parlait avec Bruno Eubi sur justement cet âge qui avance et ses performances qui vont décroître. Quelle stratégie, toi, tu adoptes? Tu as un œil sur les chronos d'avant ou tu te fixes d'autres objectifs pour finalement freiner cette déchéance? On le sait, on va vers des chronos qui vont être beaucoup plus lents et on n'a pas d'autre choix que de s'orienter peut-être vers d'autres stratégies, trouver d'autres sources de motivation. Là, très clairement, si je m'étais pas trouvé, si le hasard de la vie m'avait pas envoyé un dossard pour marathon pour tous, pour dire les choses, donc au mois d'août, très honnêtement, j'y serais jamais retournée. J'avais vraiment fait un deuil. Ce que je disais précédemment, c'est vrai, c'est-à-dire que je trouve que sur trail, tu vois, quand t'es sur du très long, t'es pas 5 minutes. Enfin, c'est pas, tu vois, on n'est plus sur des notions non plus. Déjà, tu veux finir. Et si tu te lances sur un 50, un 60 km, tu vas avoir un objectif de temps, on va dire. Mais si tu mets 10 heures ou tu mets 10h05 ou 10h10 alors que tu visais 10 heures, bon voilà, c'est pas grave. Enfin, tu le vivras pas de la même façon. Marathon, c'est pas la même chose quand même. T'as un minimum, déjà parce que t'as des barrières horaires, qu'on le veuille ou non, t'as un temps pour le faire, et puis faut quand même un peu te bouger. Donc ouais, c'est pas simple en fait, je trouve. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait le deuil. Enfin, j'ai pas le choix parce que je le vois bien sur mes chronos. Mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal. C'est pas réglé dans ma tête. ça va finir par l'être, hein. Mais je crois que j'en suis là aujourd'hui. C'était ma réflexion parce que comme hier, j'ai vraiment le temps d'y penser sur ma course, vu le temps que j'y mettais. Je me disais, bon, le moment où j'arriverai à faire mon deuil finalement quand j'aurai fini ce truc, c'est-à-dire ce projet de l'année 2024 que je me suis mise en tête, qui est mon petit défi personnel. Je me dis, bon, le moment où j'aurai toutes mes médailles à la fin, que j'aurai cette foutue médaille des majors, je pense que je pourrais fermer la porte. En fait, refermer cette porte et de se dire, bon voilà, ça tu l'as fait, maintenant envisage la fin de ta vie professionnelle, ta vie sportive, pardon, pas professionnelle, ta vie sportive différemment. J'avais déjà commencé, de toute façon, parce que j'ai aussi envie de faire d'autres trucs, j'ai pas envie de faire que de la course à pied. Et puis bon, finalement, ce sera pas en 2024, mais j'ai déjà en tête d'autres trucs pour rebondir derrière. Donc, c'est pas simple, hein, genre, je me dis, mais est-ce qu'il vaut mieux pas carrément changer de sport quand tu vois, ça va vraiment plus. Pour repartir de zéro avec un nouvel élan, c'est ce que tu veux dire? Ouais, presque, ouais. J'en suis là, de me dire, c'est un peu frustrant. Donc, au lieu de savoir ce sentiment de frustration, est-ce que tu te lances pas à la découverte de quelque chose d'autre et de retrouver cette espèce d'un peu d'excitation, des découvertes, d'aller chercher tes nouvelles barrières, ressortir ta zone de confort. Là, le problème, c'est que c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais c'est vrai. J'ai vraiment toutes les courses que je rêvais de faire, je les ai faites. Enfin, même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer faire. Donc, c'est ça. J'ai au moins pas ce truc-là d'être en manque total. Il y avait cette histoire de major sur les marathons qui était dans un petit coin de ma tête. Mais c'est tout en fait finalement. Le reste, les trails que je rêvais de faire, je les ai faits. Je pense qu'une des meilleures choses à faire dans ces moments-là, c'est de se projeter vers de nouveaux projets en fait aussi. Et peut-être changer de sport ou changer d'activité. J'ai très envie d'aller faire de la rando itinérante. Par exemple, enfin des choses comme ça que j'ai pas encore faites. Je trouve que
les courses que j'ai pu faire dans le désert ou des choses comme ça en autonomie, type Marathon des Sables et tout, ça avait un peu aussi ce but-là de me préparer un jour à faire ce genre de choses. J'ai fait un peu de rando itinérante en montagne, mais toujours avec un guide, dans des sur un chemin. Ça, j'aimerais bien aller faire ça un peu plus souvent. Donc, et de façon peut-être off, sans pour autant avoir quelque chose d'organisé, si ce n'est ta propre organisation. Exactement, oui. Ah non, tout à fait, ce serait du off, mais aller découvrir des chemins de randonnée et tout en mode tranquille. Voir la question aussi, je me suis aussi pas mal posé la question. Il y a pourquoi pas aller sur des chemins justement d'ultra trail, mais connus, mais les faire à la mode cool, sans le stress du dossard. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la trace du Thor des Géants et d'y aller et de dormir dans les refuges et de systématiquement faire ça de jour et de dormir? Tu vois, il y a rien. C'est des traces qui existent. Elles sont souvent ces grands ultra trails qui font un peu rêver, qui font peur et pour lesquels je n'ai clairement absolument pas le niveau pour les faire en non-stop. Je l'ai jamais eu, donc là, ça au moins ça c'est quelque chose qui est refermé de mon côté. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller les faire, tu vois, officiellement en 10 jours tranquille, et tu dors et t'organises ça. Donc voilà, ça fait plus partie des choses que j'aimerais bien faire après. Donc voilà, ça c'est les projets 2025. Mais en 2024, tu l'as annoncé, Cécile, il y a un gros menu avec des marathons. Ce marathon pour tous où tu viens d'obtenir donc un dossard. Ouais. Tu dis, tu n'as pas pu te défiler. Et derrière, des marathons majeurs. Alors là, c'est pour boucler cette... alors, c'est pas une trilogie, c'est une double trilogie avec 6 marathons majeurs et tu en as déjà 3 dans ton escarcelle. Voilà. J'ai quand même... il se trouve que j'ai couru plus d'une 40aine de marathons dans ma vie. Et je l'ai fait à une époque où il n'y avait pas la médaille des majors, la fameuse grosse médaille. Sinon, j'ai l'honnêteté de le dire que je serais allée la chercher à l'époque où j'enchaînais les marathons. La question se pose même pas. C'est-à-dire que c'est évident que je serais allée la chercher. Il se trouve que, voilà, elle n'existait pas. Donc, elle est arrivée sur le marché, on va dire, à un moment où moi, j'avais vraiment arrêté de courir des marathons. J'étais vraiment axée sur l'ultra trail et tout. Donc, voilà, j'avais un peu mis ça de côté. Et là, je me suis dit que c'était un signe, cette histoire de retour de marathon dans ma vie de coureuse, et que il fallait que je le prenne comme ça et que j'aille au bout, sachant que il me reste. Alors j'ai la chance d'avoir validé des marathons quand même très compliqués à avoir, à savoir Boston. Donc où là il fallait il faut un temps qualif que je serais infoutu d'aller chercher aujourd'hui. Donc je suis bien contente de l'avoir fait au moment où j'en avais les capacités physiques. Tokyo, que je suis allée chercher au tout début aussi de l'ouverture du marathon de Tokyo au grand public. Enfin, non pas au grand public, aux étrangers, tout simplement, puisque ça on l'oublie un peu, mais Tokyo était uniquement pour les coureurs japonais pendant quelques années. Donc ça c'est fait, et New York est fait, puisque c'est par là que j'ai commencé de toute façon. Donc j'en ai quand même 3 beaux qui sont déjà validés. Il me reste 2 Européens, donc Londres et Berlin, ce qui me permet d'envisager des déplacements sur un week-end, donc de quelque chose qui ne perturbe pas trop la vie familiale, personnelle et tout. Et donc de terminer tout ça, j'ai trouvé ça assez symbolique en fait, que finalement le dernier qui me manque au niveau du calendrier cette année, ce soit Chicago, parce que finalement tout a commencé pour un marathon américain. New York, moi c'était New York, mais ça me plaît bien cette idée d'aller terminer ma quête d'un truc finalement là, sur le continent où tout a commencé pratiquement. Donc la symbolique est simple. Voilà, ça me plaît bien cette histoire. On va remonter là où tout a commencé, parce que on est parti déjà à discuter. Je ne t'ai même pas laissé te présenter, dire aux auditeurs qui tu es, ce que tu fais et
pourquoi tu résides aujourd'hui dans le Bourbonnais, qui m'est cher également. Je vais te laisser la parole pour en dire un petit peu plus sur un côté personnel. Puis après, on abordera cette carrière sportive, parce qu'il me semble que rien ne te prédisposait à établir de tels défis et de telles performances sportives. Ah oui, non, là, c'est moins qu'on puisse dire, parce que j'étais dispensée de sport au lycée, donc ça donne une idée de ce que j'étais vraiment pas destinée à faire du sport. Non, en fait, vraiment, j'ai eu une vie professionnelle totalement en dehors de ce que je fais aujourd'hui. On peut même dire que j'ai eu 2 vies professionnelles, d'ailleurs. Et en réalité, c'est pendant un congé parental. Donc, je me suis arrêtée puisque j'ai 4 enfants. Et je me suis arrêtée de travailler pour me consacrer à ma famille, parce que 4 enfants, ça demande quand même pas mal d'activités. Et c'est pendant cette période-là que je me suis mise à courir et que tout a commencé en réalité. Parce que déjà parce qu'on va pas se mentir, la course à pied a un avantage, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer en gros n'importe où, à n'importe quelle heure, en sachant que bon, je sais pas si c'est très forcément raisonnable d'aller courir en pleine nuit, voilà, mais c'est l'avantage énorme de ce sport. Et ça collait bien à ma vie perso, et en sachant que je n'ai jamais envisagé cette activité sans défi, en fait. Finalement, c'est ça aussi, je pense, qui a fait un peu... Enfin, c'est un peu différent par rapport à pas mal de personnes qui commencent pour des raisons ou de santé ou mentale, dans le sens ça va me faire du bien d'aller prendre l'air et tout. Moi, à aucun moment, c'est-à-dire je n'ai jamais envisagé le sport autrement que pour obtenir la réalisation d'un projet. Donc j'ai commencé à courir pour courir le marathon de New York, point barre, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre objectif que une distance et un lieu. Ce qui est un peu particulier, je pense aussi. Enfin, on n'est pas les seuls. Hein. Je connais des personnes qui ont commencé le trail parce qu'ils veulent être à l'UTMB, donc ça relève du même raisonnement. Mais ça a fait que tout de suite, il y a eu cette notion de distance de 42 km qui avait tout de suite en jeu. Donc ça a fait que j'ai été aussi assez vite finalement. Et puis j'ai découvert que je survivais déjà, donc ce qui était quand même un peu la surprise, parce que c'était pas forcément évident. Et tes proches, quel était leur regard quand tu leur as dit je vais courir à New York et un marathon? Pas très intéressés pour dire les choses, c'est-à-dire pas voilà. C'était plus le côté bon si ça t'amuse, enfin fais attention, voilà, c'était à peu près ça. Mais pas non, ça par contre j'ai pas bénéficié d'un soutien. Avantages ou désavantages justement d'avoir ce côté désintéressé? J'avoue que pour certains trucs quand même ils m'ont manqué. Ouais, j'aurais bien aimé pouvoir le partager avec eux. Très honnêtement, il y a vraiment des choses qui ont été très importantes dans ma vie de femme que du coup je n'ai pas partagé avec les gens que j'aime, parce que pour dire les choses, voilà. Et ça a donné surtout un truc assez paradoxal, puisque donc voilà, la vie a fait que entre guillemets, je suis devenue connue, tout est relatif, hein, je ne signe pas des casquettes moi au supermarché, mais tu vois ce que je veux dire, enfin j'avais voilà, les gens me reconnaissaient. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très particulier de vivre des moments d'une intensité folle avec finalement des gens que tu ne connais pas, ou des gens que tu peux quelquefois apprécier, mais que tu n'aimes pas au sens primaire du terme. Mais le problème, et ça c'est comme ça, c'est la vie qui a fait que très vite en fait, c'est aussi devenu un métier pour moi finalement. Donc je cours pour mon travail, pour écrire derrière, parce que je suis devenue journaliste et auteur. Donc, pour mes enfants, c'est mon travail. Donc, les enfants s'extasient pas quand leur père est comptable et rentre en disant waouh, j'ai réussi le bilan de la société machin truc. Le problème, il est là, c'est que mes enfants, c'est du pareil au même. Ça aurait peut-être été différent si c'était resté un loisir pur. Je pense. Avec le recul, je pense que ça aurait certainement changer la donne.
Pour eux, maman partait au travail, quoi. Enfin, c'est pas d'ailleurs, maman part toujours au travail. Donc, il se trouve que mon travail, quelquefois, c'était d'aller courir 250 bornes dans un désert. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce que tu aurais eu l'opportunité de réaliser ces courses à travers la planète en n'étant pas professionnel, juste avec ce côté loisir? Est-ce que tu te serais donné les moyens d'aller accomplir ces défis aux quatre coins du monde? Alors, il y en a quand même que j'ai accompli, enfin, comme entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, parce que je les ai financés par des sponsors. Donc ça, ça a été un vrai, enfin, voilà, comme tout à chacun pourrait avoir un défi, aller chercher des sponsors. Euh, à une époque, moi, les plus gros défis sportifs que j'ai pu faire et ceux qui m'ont demandé le plus d'engagement financier, c'était à une époque où, bon, bah, je n'avais pas du tout, entre guillemets, la reconnaissance que j'ai aujourd'hui. Je l'ai obtenue parce que j'ai fait ces choses-là et parce que je me suis mon dernier gros défi, donc ça remonte à 2012, hein, ça remonte à quand même maintenant quelques années, j'ai mis 2 ans à trouver les fonds. C'est long, 2 ans, hein, 2 ans de refus, de claques, de portes qui se ferment, de machin. Passer 2 ans de ta vie à demander de l'argent, à les quémander, tu vois, c'est à des gens que tu ne connais pas, c'est pas simple. Et surtout, bah, t'entendre dire, bah non, bah non, bah non. Donc voilà. C'est pareil, je suis ravie d'avoir fait ça à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux étaient à peine voilà, balbutiants et tout, parce qu'il n'y avait pas cette notion de vous avez combien de followers et j'avais pas de rendu à faire en mode création de contenu et des stories à tour de bras et tout ça pour exister. Donc ça c'était cool. Ça m'a bien enfin, je suis bien contente finalement parce que je crois qu'aujourd'hui j'en serais pas capable. Donc oui, non, c'est donc voilà. Mais il se trouve que tous les projets que j'ai lancés à cette époque-là ont abouti à des prises de contact, une reconnaissance, et ça je mets ça entre guillemets, on va dire plutôt une connaissance de ma personne qui fait que oui, ça m'a permis après derrière d'avoir la chance d'être invitée sur des courses. Donc là, il y avait plus de notion de sponsoring, je pouvais y aller invitée, ce qui est quand même une bonne chose. Maintenant, au niveau familial, je pense que ça passait parce que pareil, j'y allais pour le travail. Si toutes ces absences-là étaient uniquement dues à Cécile et ses loisirs, non, je pense que ça aurait pas été aussi. Enfin, non, je pense pas. Il y aurait un moment, ça aurait posé un problème, oui, très très clairement. Donc, ouais, j'ai bien fait d'en faire un travail. Mais je comprends et je sais, à quel point ça peut être compliqué de planifier ce genre de projet dans une vie familiale classique, une vie professionnelle classique et tout, quoi. La mienne, elle sort complètement de l'ordinaire, donc cette vie. Je suis en télétravail déjà depuis 18 ans, enfin quasiment, c'est-à-dire que ça fait 15 ans, on va dire que je travaille vraiment, donc je peux organiser ma journée comme je le souhaite. Moi, j'ai des dates de rendu, tu vois. Enfin, on me demande de rendre un article à telle heure, tel jour. Si je l'écris la nuit d'avant, à 1h du matin, on s'en fout. Du moment qu'il est livré dans la boîte mail, c'est tout ce qui compte. Et puis surtout, je peux l'avoir envoyé de n'importe quel pays, d'où je veux. Donc, tant qu'il est arrivé. Ça, c'est vrai que c'est une chance inouïe, quoi. Ce qu'on disait par rapport à ta passion pour l'histoire, si tu étais enseignante aujourd'hui, comme je peux l'être, on a ces accroches communes pour cette matière, bah, tu pourrais pas partir en dehors des vacances scolaires. Donc là, tu serais bloqué voilà. Pour des courses à travers la planète. Exactement. Donc, ah oui, non, ça par contre, j'en ai parfaitement conscience. Hein. C'est une chance inouïe, oui. Après ce marathon, qui était, on va dire, un coup d'essai, il y avait eu peut-être un raid et puis une course du côté de Paris, je crois, au préalable. Ouais, c'est ça, il y avait le raid Amazon qui a enclenché tout ça, puisque ça a un peu révélé que j'étais... pareil, moi, c'est souvent des hasards, c'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que je suis pas à l'initiative de beaucoup de beaucoup de choses finalement dans ma vie sportive.
Il y a, à part vraiment au début, le marathon de New York, finalement, là a été une initiative. Il y a pas mal de choses. Oui, j'ai fait un peu j'avais fait des courses sur route pour préparer le raid Amazon. Et puis, tout s'est arrêté pour mon 4e enfant et c'est la reprise après où là, ça a été pour moi au début. Mais derrière, ouais, il y a eu des hasards, il y a eu, hasard ou coïncidence ou destin, on fera le truc dans tous les sens, hein. Mais j'ai quand même souvent suivi le fil de l'autre. Les trucs m'arrivent et je dis waouh, allons-y, voyons. Donc ça pour le coup, c'est de la chance, même si comme on dit, on la provoque un peu. Mais après, oui, il y a des choses où je suis allée les chercher. Enfin, c'est à mon initiative vraiment et mais jamais j'aurais imaginé. En fait, je sais pas ce qui me prenait, quoi, d'avoir. Tu vois, ne serait-ce que mon premier projet sportif, qui était donc 7 marathons, 7 continents en 80 jours. Mais avec le recul, je me dis, mais à quel moment d'abord, tu t'es senti légitime pour ce genre de truc, de te dire, mais attends, si, ça va le faire. Il faut quand même se remettre dans le truc, quoi. À l'époque, je savais même pas que l'ultra existait, donc je risquais pas de me dire ce qu'aujourd'hui je me dirais. Non, mais attends, 7 marathons en 80 jours, il y a des mecs qui font 170 km en 24 heures, donc c'est la gnognotte à côté. Enfin, ton projet n'est au niveau physique, on va dire, et anecdotique par rapport à plein de personnes. T'as reçu Marie, donc, qui court un marathon par jour pendant je sais pas combien de mois. Donc, tu vois, voilà. Moi, c'était le défi physique. Je suis tout à fait consciente qu'il est quand même, pas très, très important. Mais enfin, ça n'empêche que je venais de rien. Je sais pas. Comment tu l'expliques d'ailleurs ça? Parce que tu disais j'étais dispensé de sport, courir 400 mètres c'était compliqué, et là on part sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'on s'est dit en off, ça sort de l'ordinaire, et tu trouves les ressources à la fois physiques et aussi mentales pour aller accomplir ce type d'épreuve. Mais je sais pas, faudrait vraiment que j'essaye. Enfin, je suis vraiment comme ça. En fait, le problème c'est, on en revient à l'histoire. C'est-à-dire que j'adore raconter des histoires. Et donc, en fait, mes projets sportifs, quand on les regarde bien, c'est des histoires, en fait. Je cherche un pitch, je cherche un storytelling, faut que ça parle aux gens. Faut que tout de suite, ça leur parle. Et c'est venu de là, les 7 continents, donc il y en a évidemment pas 7, mais c'est l'Antarctique qui fait le 7e. Les 80 jours, ça parle tout de suite à l'imaginaire. Sachant que tu viens de Nantes, donc Jules Verne, voilà, on met tout ça dans la boucle. Jules Verne. Oh oui, c'est pour ça, c'était un hommage, entre guillemets, à Jules Verne. Et puisque ce qui s'est trouvé d'assez incroyable, c'est que je soupçonnais pas à quel point donc Jules Verne était connu dans le monde entier. Ça, j'avoue que ça a été la grosse surprise de cette balade. Mais voilà, il y a eu l'envie d'écrire une histoire, en fait, autour d'un défi sportif. Mais il y avait ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé de choisir des marathons, puisqu'il fallait donc que ce soit des vrais marathons. Ça ne pouvait être que des marathons officiels, puisque sinon c'était pas validé pour le défi, le Seven Continents Club. Ce qui donc me limitait quand même un peu aussi, on va pas se mentir, hein, parce que au niveau de l'agenda, il fallait les caler. Fallait les caler, fallait les trouver et tout. Mais j'ai essayé de trouver des marathons qui à chaque fois étaient un peu différents pour qu'il y ait là aussi de nouveau une histoire à raconter. Donc c'est toujours quand même ce fil rouge, si tu veux, de l'écriture en réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tout de suite été, la course à pied a tout de suite été liée à l'écriture avec moi. Tout de suite. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin d'écrire ce que je faisais. Mon premier marathon, je l'ai raconté. Enfin, je sais pas, je me suis même pas posé la question. C'est ça qui est assez marrant. Alors, j'étais pas du tout. J'écrivais pour le travail avant un peu, mais dans ma vie professionnelle d'avant, enfin pas non plus des kilomètres. Et je suis pas une nana qui tenait son journal intime et qui tous les soirs écrit. Apparemment, c'est redevenu à la mode. Ça m'a amusé. Je dis tiens.
que je fasse ça. À tel point que ouais, même iPhone a sorti une application, ton journal du jour, tu vois. Donc c'est vraiment revenu à la mode. Et ça, c'est quelque chose que par exemple je n'ai jamais fait. Donc, j'ai jamais écrit non plus. Je suis pas une personne qui a 3 romans non pas aboutis, planqués dans un tiroir de ta table de nuit, pas du tout. Mais la course à pied a ouvert ce truc-là. Et quand je cours, j'écris dans ma tête. On me demande souvent à quoi tu penses. Je pense à pas grand-chose souvent. Mais quand je pense à ce que je vais écrire. Je suis en train d'écrire en fait en même temps que je cours. Donc quand tu rentres, tu as l'occasion de coucher sur papier tout ce que tu as écrit pendant ta séance. Ouais, voilà. Donc mon récit de course est déjà préécrit dans ma tête. Et donc généralement, très vite, je me mets sur un clavier et on va dire je pisse la copie. Donc si c'est une course, quand c'était les courses en étapes dans le désert et tout, évidemment je trimballais pas mon ordinateur pendant la course, mais j'avais toujours un carnet, un crayon. Donc tous les soirs au camp, je notais très vite pour être sûre de pas oublier. Je faisais des notes en vrac qui me servaient après de brouillon. Mais j'attaquais très très vite la rédaction. Aujourd'hui, dans beaucoup de courses, par exemple, on a dans le matériel obligatoire sur les trails, on a le téléphone obligatoire. Donc maintenant, j'écris plus, je dicte. Donc ça peut m'arriver si vous me voyez avec mon téléphone, machin. Je ne suis pas en train de faire une story ou machin. Il est pas exclu que je sois en train de dicter une partie, un paragraphe de mon article pendant la course, pour être vraiment sûr de, des petites accroches, des formules, des machins, de pas les oublier, quoi. Donc ouais, c'est assez. Je vais passer pour une folle en fait en disant ça, mais mais voilà, ouais, c'est pour moi course à pied et écriture sont liés. Et donc après ce défi des 7 marathons, alors pas en 7 jours, hein, tu l'as dit, parce que ça pourrait pas être officiel sur les 7 continents. Tu t'es attaqué à un autre morceau avec les déserts. 4 déserts, c'était le Grand Slam. Oui, voilà. Qui est de nouveau un défi vachement connu dans les pays anglo-saxons, mais pas du tout connu en France. Enfin, vraiment pas à l'époque d'ailleurs. Il est venu par hasard également ? Ah, bah par une discussion. Rebelote, hein, si tu veux, c'est toujours le même truc. C'est quelqu'un qui me parle d'une course. Et en fait, c'est très simple. Hein, c'est que j'avais couru donc sur les 7 continents. Je ne m'attendais pas à adorer autant l'Antarctique puisque j'aime pas le froid, j'aime pas la neige, voilà. Et là, il s'est passé quelque chose de totalement unique là-bas que je ne soupçonnais pas. Et voilà. Et en discutant avec un ami, je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Enfin, j'ai vraiment. C'était trop court, ces 42 km. En fait, voilà, je suis revenue en disant ces 42 km étaient trop courts. Et là, il me dit, mais tu sais qu'il existe un 250, en fait, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Enfin, au moment où j'en ai parlé, d'un autre côté, j'avais pas commencé à chercher non plus parce que je pensais même pas que ça existait. Donc, je suis évidemment allée voir à quoi ça ressemblait. Comme c'est un truc où il faut avoir validé d'autres courses avant pour avoir le droit, entre guillemets, d'aller en Antarctique. Parce qu'il limite, évidemment, tu peux pas envoyer 2000 personnes. Enfin, il y a quand même des règles très, très strictes. Et voilà. Et c'est venu de là parce que j'ai découvert qu'il fallait que je valide d'autres courses, un peu comme les majors. Tu dois valider tes majors pour arriver. Et c'est la même chose. Et le problème, ça représentait une somme d'argent assez conséquente. Et c'est toujours la même histoire. C'est pour réussir à obtenir, à décrocher tes sponsors, faut raconter une histoire. Et cette histoire, ça a été d'être la première Française à le faire, sachant, pour la petite histoire, qu'il n'y avait pas eu de Français, donc j'étais vraiment la première, de France plutôt, à le faire. Et alors, ce qui est encore plus drôle, et ça, je le savais pas à l'époque, c'est que il se trouve que cette année-là, j'ai rajouté le marathon des sables. Il y avait une raison, hein, c'était pas. Il y avait une raison, on va dire, pratique derrière tout ça.
Il n'y avait pas d'idée de se dire je les accumule. Hein. C'était vraiment parce que j'avais vendu à des sponsors un nombre de courses et que la course en Égypte était vraiment dans un doute énorme d'organisation parce que le printemps arabe allait éclater et il a éclaté très peu de temps après notre départ. On a été les derniers à courir en Égypte avant un paquet d'années. Donc, c'était un vrai risque et je m'étais dit, quand tu as trouvé un sponsor que tu lui as vendu quelque chose, assure tes arrières. Et comme donc, ce que je te disais au début, je commençais à être un peu connue, on m'a invité au Marathon des Sables, je le dis très clairement, donc ça n'impliquait pas de retrouver de l'argent. Je me suis dit, au moins je valide ce désert chaud et sablonneux au Marathon des Sables, comme ça, si les gîtes est annulé, j'ai eu mon plan B. Parce qu'on était vraiment... Au moment où il y a eu cette décision de prise, on était sur des trucs de 70-80% de probabilité que cette course-là soit annulée. Et du coup, j'ai raccongé le Marathon des Sables. J'ai été tirée au sort à l'UTMB. Enfin, tout s'est cumulé. Je me suis retrouvée à un nombre de courses d'ultra à l'année qui était complètement cinglé, que j'ai quand même fait, que j'ai validé. Et donc, ça me faisait 6 ultras de 200, de 250 km en une année, plus l'UTMB. Et ce qui m'a amusé, c'est que je suis tombée, mais 3-4 ans après, sur un événement professionnel et tout, où il y avait une Américaine qui était là, et qui faisait une conférence, parce qu'elle était la première femme au monde à avoir fait 5 ultras de 250 km en une année. Et le plus dingue, c'est que c'était validé au Guinness des records, en plus, son truc. Donc, elle avait fait valider ça. Et moi, je dis, mais enfin, c'est une blague, j'ai fait plus qu'elle. Et donc, je contacte, parce qu'elle a fait des courses d'organisateurs que je connaissais. Enfin, que je connais, puisque je les avais fait chez eux. Je leur dis, mais attendez, vous avez validé ce truc, mais moi, j'ai fait la même chose. Enfin, j'ai fait même plus. Ils disent, mais Cécile, on savait pas que t'avais fait le Marathon des Sables, on avait loupé l'info et tout. Donc, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on contacte le Guinness pour la déclasser et tout? Je dis, non, mais c'est pas grave, c'est pour la blague, quoi. Mais elle faisait le tour des plateaux, Oprah Winfrey, machin. Et je dis, mais merde. Donc, ça prouve qu'à quel point je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. Je dis, mais j'avais fait ça 3-4 ans avant elle. Donc, voilà. Mais c'était des concours de circonstances et cette année-là... Bon, après, j'ai fini, hein, mais j'ai mis du temps à m'en remettre, hein, quand même. C'est ce que j'allais te dire. Comment tu pouvais, avec 4 enfants à la maison, une vie de maman qui est un métier à temps plein, hein, on salue toutes les personnes qui œuvrent en pratiquant leur sport et en s'occupant également des enfants, en travaillant et autres. Comment tu arrivais à t'entraîner et quel était ton volume d'entraînement pour préparer ces courses? Parce qu'on va pas dire que c'était très raisonnable, autant d'ultra en une seule année. Non, là, très honnêtement, bon, alors ça va être un peu terrible de le dire ça, mais en gros, je m'entraînais plus. C'est-à-dire que 2012 a été une année où je ne me suis pas entraînée, en réalité. Parce que je les enchaînais tellement que j'étais en récupération. En fait, entre chaque course. Donc, chaque course entraînait, franchement, j'exagère à peine en disant ça. Donc, la première course de 200 de l'année avait pour but de m'entraîner, c'est-à-dire d'enclencher le truc et de faire des tests de matos et tout. Donc, la première course a été réellement envisagée comme un entraînement. Donc, j'avais déjà dans ma tête l'idée que c'était pas grave si j'allais pas au bout, c'était pas grave si parce que la priorité c'était les autres et que c'était vraiment un entraînement. Mais derrière, le problème c'est qu'il fallait que je fasse attention justement de bien récupérer entre chaque course. Et finalement, quand tu regardais mon planning, ça s'enchaînait finalement tellement parce qu'entre le moment où tu te déplaces pour la course, mais t'as aussi le trajet après, le truc, tu rajoutes t'as au moins parce que j'ai fait des courses, donc c'était dans les déserts. Je me suis pas blessée sur ces courses-là. J'ai jamais eu de problème, genre de tendinite ou de je sais pas quoi, d'entorse ou truc. J'ai pas cassé la machine, mais mais j'avais des ampoules, par exemple, parce que là c'est un peu plus difficile de passer à côté des ampoules. Avec des ampoules quelquefois vraiment un peu profondes. Donc déjà, le temps que ça cicatrise, tes pieds cicatrisent et machin, j'étais quasiment en train de repartir, quoi. Donc, tu te faisais 15 jours de reprise, 3 sorties par semaine, 1 heure, et puis voilà, et t'avais pas le temps de faire autre chose, quoi.
Donc finalement, non, c'est une année où j'ai fait très peu d'entraînement au sens où on pourrait l'entendre. Enfin, ce serait juste matériellement pas possible, quoi. Et je pense vraiment avec le recul, c'est que c'est certainement ça qui m'a sauvée d'ailleurs, qui m'a permis, si tu veux, de tenir le choc. Le fait que par la force des choses, j'ai pas rajouté en plus les entraînements sur déjà ce qu'il fallait que j'encaisse de récupération, tu vois, ne serait-ce que physiologiquement, tu perds 4 à 5 kilos par course, enfin tu sais, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas anodin comme effort, quoi. Est-ce que tu étais vigilante à ton matériel, à l'alimentation, à ce que tu emmenais justement sur ces courses pour te permettre d'aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner, avec peut-être cette pression également des sponsors, des personnes qui t'accompagnaient, parce que fallait aussi asseoir ton image, dire vous m'avez confié, on va dire, ce petit pécule pour que je puisse faire la course, à moi maintenant d'aller jusqu'au bout. Ouais. Ah mais ça, c'est très clair que ça te file une pression de dingo. Donc en réalité, tout ce que je pouvais maîtriser, tout ce qui relève, enfin, je faisais tout pour le maîtriser. Voilà. Donc oui, non, je maîtrisais bien ça. Alors à la fin de l'année, je peux te dire que la préparation du sac, c'était c'était carré. Hein. J'avais presque plus besoin de sortir la balance. Je savais très exactement. Je savais ce qui passait. En lyophilisé puisque on était à chaque fois en autonomie alimentaire et tout. J'ai vraiment, avec le recul, je crois pas avoir eu de soucis. J'ai eu des petites anecdotes qui un peu cinglées parce que j'ai accepté par exemple sur la course en Égypte justement de tester le dernier prototype du Sakwa, le fameux Ultra Bag là qui est sorti. C'était l'année alors c'est l'année qui précédait sa sortie. Le prototype avait été testé quand même je crois que c'était une 50aine de personnes sur le marathon des sables, donc d'avril 2012. Ils avaient fait des remontées des remontées pratiques, techniques. Il avait été corrigé en fonction de leur remontée. Et ce dernier prototype, il me l'avait confié. Sachant que je l'ai reçu 3 jours avant. Hein. C'est-à-dire que je suis partie avec un sac neuf. Coup de bol, tout s'est bien passé, mais même moi je referai plus ça. C'était, je crois que j'avais un peu en tête c'était le dernier désert, puisque le dernier après, j'enchaînais assez vite avec l'Antarctique, et l'Antarctique, on n'avait plus cette problématique de sac à dos et tout. Donc, j'étais partie du principe qu'au pire du pire, si j'avais des brûlures sur les épaules, un peu dans le dos, j'avais un peu de temps pour que ça cicatrise, et de toute façon, en Antarctique, j'avais plus de problématique de sac à porter sur le dos, à part le sac de la journée, donc c'était voilà. Donc j'ai pris ce risque-là. Mais non, je commençais à bien me connaître, surtout à connaître mes besoins énergétiques. J'ai clairement, par exemple, beaucoup plus chargé en calories que je n'aurais pu le faire si ça avait été une seule course. Très clairement sur l'Égypte et tout. Enfin, je chargeais un peu plus parce que t'avais la fatigue quand même qui était réellement présente. Il fallait limiter la perte de poids. J'ai très vite compris que c'était ça aussi une des problématiques des courses comme ça, c'est que quand tu perds trop de poids, derrière il te faut du temps pour le récupérer en fait, si tu veux. Et donc c'est des semaines de manque d'énergie, donc c'était pas possible. Donc ça j'ai fait attention. Là quand même. Et puis le matériel, par la force des choses, je me suis équipée en matos, voilà. Le duvet le plus léger, rapport qualité-poids, le plus intéressant. La gamelle en titane, elle est plus légère. Oui, ce genre de truc, quoi. Ah non, à un moment, faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc alimentation, sommeil, ça c'est les facteurs qui permettent de durer. C'est ce qui t'ont permis d'aller jusqu'au bout. Très clairement. Ouais. Je préfère, vraiment, hein, j'ai toujours dit que je préférais arriver, surtout sur des courses comme ça en étape, parfaitement reposée. Vaut mieux arriver parfaitement reposé à un poids de forme idéal, sans bobo, que d'arriver surentraîné, épuisé. Voilà.
J'ai vraiment vu, c'est des courses qui pardonnent pas, si tu veux. Je le dis toujours parce que c'est vrai. Tu vois, enfin voilà, j'ai couru le semi-marathon dimanche. Bon, au pire, au 15e kilomètre, j'étais pas bien, je serrais les dents, il m'en restait 7. Bon, enfin, Tu sais que tu peux aller au bout. ouais, tu sais que bon, voilà, tu alternes course et marche, machin, pas bon an, mal an, tu passes la ligne d'arrivée. Un ultra, si au 2e jour du marathon des sables, t'es à la ramasse, parce que tu as réveillé une micro-blessure que tu t'es faite parce que tu t'es vraiment surentraîné, et ben tu rentres chez toi. Enfin, je veux dire, tu te blesses vraiment, et puis là, les docs te refoutent dans le bus, et tu te retrouves comme un couillon à Ouarzazate. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est compliqué, et je pense que vraiment, il vaut mieux se dire, quand tu as un signe pendant ta prépa d'alerte d'une micro-blessure et tout, de dire, c'est pas grave, tant pis, il vaut mieux que je m'arrête 15 jours, 3 semaines et que je consolide ce truc, et que j'arrive parfaitement en forme, physiquement et mentalement, et ben tu serreras les dents et ça passera. Tu feras peut-être pas le classement que tu espérais, on est d'accord. Mais là, on parle de courses qui coûtent un rein quand même, hein, donc tu vois, qui sont pas sur des... Enfin, ouais, quand tu investis autant d'argent, autant essayer de mettre un maximum de chances de ton côté, je pense. Enfin, donc, moi, j'ai toujours eu ce raisonnement-là. Au pire, si je vois que ça passe pas, c'est pas grave. J'arrête, je lâche prise et je passe 15 jours à bien dormir, bien manger et quitte à randonner, mais c'est tout, quoi. Et je fais attention, ouais. Je pense que c'est vraiment, ça reste pour moi un des vrais secrets de la réussite de ces courses-là, quoi. Et en tant que femme, Cécile, il y a des périodes dans le mois où c'est pas forcément simple. Comment tu l'abordes et comment tu pourrais transmettre tes conseils aux auditrices du podcast quand ces périodes arrivent où la fatigue va peut-être être beaucoup plus grande, où on a moins d'énergie? Comment on traverse ces périodes? Parce que là, tu l'as dit, pendant 1 an, tu n'as pas arrêté de courir avec autant d'ultra. Ah, puis les dates, elles sont fixes, hein, donc tu fais avec ce que t'as, hein. Ouais, non, ça a été une des injustices, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une injustice totale, ce truc, parce que, bah, de toute façon, tu peux pas faire grand chose. Alors bon, après, c'est pas tout à fait vrai, on peut quand même faire on peut faire des choses. Il se trouve que moi, je peux pas le faire pour X raisons, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je fais partie des quelques femmes qui ne peuvent pas jouer avec les hormones et donc qui ne peuvent pas enchaîner les plaquettes de pilules pour ne pas avoir leurs règles quand on voit que ça va arriver. Donc, il fallait que je fasse avec. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des jours où t'es épuisé et tu dois faire le dos rond, en fait. Il y a pas d'autre choix. Tu t'as pas de plan B en réalité. Enfin, moi, j'en avais pas, donc c'est très compliqué. Je pense que les gros soucis sur ce type de course, on va pas se mentir, c'est le manque d'hygiène, parce que c'est une réalité. À une période de ton mois où t'as qu'une envie, c'est d'être en gros la plus propre possible, pour dire les choses clairement. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc c'est apprendre à rationner sa flotte pour toujours en avoir un peu, pour pouvoir se laver les mains et tout, et essayer de maintenir un minimum d'hygiène quoi pendant ces quelques jours. Ça c'est compliqué. Par contre, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je n'ai aucun tabou avec ce sujet. C'est-à-dire que j'assume à 100%. Je parlais tout autant de mes règles que je parle aujourd'hui de mon statut de préménopausée, de mes problèmes de sueur nocturne et machin. Ça, j'ai vraiment aucun tabou. Et je pense que le gros problème des femmes, c'est cette espèce de tabou qu'elles s'auto-imposent, en fait. Parce que franchement, les hommes sont au courant qu'on a nos règles, hein. Ce que je dis, il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont mariés, hein, donc qui savent, hein, qui vivent avec une femme, donc ils sont au courant, ils savent ce que ça peut impliquer. Et je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à aller voir le doc du camp et le prévenir que tu as tes règles et que tu vas avoir besoin de peut-être d'un Doliprane pour faire passer, de suppléments, de serviettes, de machin. En fait, tu découvres que très souvent ils en ont en stock et donc faut pas hésiter à aller leur demander. Ça a été aussi souvent un de mes combats, c'est-à-dire d'aller en discuter avec puisque c'est souvent au niveau le staff médical qui va gérer.
mais d'aller les voir au début de la course en disant bon bah voilà, je vais avoir mes règles cette semaine ou je les ai déjà et tout. Est-ce que je peux vous confier tout mon stock parce que c'est pas à moi je vais pas le trimballer, c'est une inégalité hommes et femmes. Voilà, c'est des choses comme ça. De les prévenir aussi parce que comme j'ai une endométriose, enfin j'ai souffert d'endométriose, donc j'avais des hémorragies très violentes. Et si je faisais un malaise, qu'il soit déjà au courant, c'est-à-dire que ce soit dans mon dossier pour que le doc puisse intervenir en sachant où il fallait les chercher. Et ça, c'est des sujets. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. On parle à des médecins, enfin, ils sont au courant, quoi. Donc, et surtout, ils maîtrisent, donc ils peuvent t'aider. Et ça, c'est indispensable. Après, bah voilà, tu t'adaptes ton entraînement. Je suis pas celle qui disent qu'il faut absolument que ce soit une coach femme. Il y a qu'elle qui saura. Je pense que non. Un coach homme peut très bien adapter son entraînement. Il faut juste qu'on lui en parle. Et après, il fera avec. Si évidemment tu tombes sur un coach homme qui ne veut pas entendre et qui ne t'écoute pas, bon là c'est problématique. Mais t'en changes. Voilà, c'est tout. Mais logiquement, je sais qu'ils sont pas apparemment, ils ont pas l'air d'être assez formés au niveau de formation de base, mais ils le sont quand même de plus en plus. Et c'est un sujet qui doit devenir, ça ne devrait plus être un sujet en réalité. Ça devrait être quelque chose de normal, ça devrait être quelque chose on en parle. Mais voilà, mais ça restera une injustice totale qui fait que tu peux être au départ d'un UTMB dans des jours d'hémorragie catastrophiques et ça m'est arrivé de m'allonger sur un banc dans la montagne parce qu'il y avait tout d'un coup un petit banc. Tu sais, quelquefois tu as des trucs improbables de ces bancs que tu te dis mais qui est allé monter un banc là? Et ben voilà, et ça m'est arrivé de m'allonger sur un banc et de me dire je vais mourir là, laissez-moi tranquille. Et de sentir que vraiment je partais parce que j'avais une hémorragie violente à ce moment-là et que fallait que j'attende que ça passe et que je reprenne des forces et que je mange et que je prenne du sucre. Donc c'est 20, 30, 40 minutes de temps sur une course qui est chronométrée avec les barrières horaires aux fesses et c'est une injustice totale, mais c'est comme ça. Tu fais avec. Mais c'est pénible. Alors, de ton expérience, Cécile, justement, tu as le regard d'une femme, journaliste, ultra-traileuse et qui pratique la course à pied même sur route. Comment tu as vu évoluer cette place de la femme dans les pelotons, dans ces compétitions et peut-être d'un point de vue des organisateurs? Est-ce que ça change? Est-ce que tu as envie de basculer dans quelque chose qui aille un petit peu plus loin que ces simples constats? Aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Faut quand même être très honnête. Dieu merci, ça a évolué. Mais ce qui est fou, c'est de se dire, je parle de choses d'il y a pas aussi longtemps que ça, et on était quand même pas beaucoup. On était là, il y avait des femmes, il y a des femmes quand même depuis un bout de temps. Faut arrêter de dire que les femmes sont arrivées dans la course à pied il y a 10 ans. Entendre certaines journalistes ou d'ailleurs, c'est un truc qui m'exaspère parce que d'abord c'est nier toutes les femmes qui étaient là avant nous, donc je trouve ça absolument lamentable. Je veux absolument pas invisibiliser toutes les femmes qui ont fait que aujourd'hui, on est de plus en plus nombreuses. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à courir et donc j'ai commencé à courir un peu partout dans le monde, j'ai vite compris qu'il y avait un problème en France. Parce qu'on va pas se mentir, c'est la France. C'est en France qu'il y avait vraiment un problème. Parce que j'allais à l'étranger et sur les marathons, déjà à l'époque, il y a 15 ans, on était 40% de femmes. C'est énorme. En fait, vraiment, ça donne des sensations. Je crois que les gens ne réalisent pas. Ça m'avait amusé parce que j'ai fait un marathon aux États-Unis avec un copain français. On était 40% de femmes sur la ligne de départ. Et il m'a dit, c'est dingue, j'ai l'impression d'être sur une course féminine. Tellement il avait jamais vu autant de femmes, alors que ce mec-là avait couru une centaine de marathons partout en France et tout. Donc il y avait, c'est une réalité. En France, on progresse, on avance. Il y a de plus en plus de femmes sur les courtes distances, ça c'est une réalité. On est quasiment à la parité sur le semi de Paris, par exemple. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Marathon, on atteint difficilement les 30%. Je crois qu'on était à 28 encore à Paris, alors que franchement, il y a 15 ans, moi, j'étais persuadée qu'en 2024, on serait 50% de femmes comme on l'est aux US. Tu vois, il nous en reste encore 20%.
Si tu passes sur les trails, on a le même phénomène qui se reproduit, c'est-à-dire que plus la distance est petite, plus il y a de femmes. Donc on en arrive, on a certaines courses où on va avoir quasiment 50% de femmes, donc ça c'est cool. Mais dès qu'on rallonge, voilà, ça diminue, et on est en moyenne sur tous les ultras français. Donc je parle d'un ultra au-delà de 100 km, hein, donc voilà, vraiment ultra. On va être à 10% de femmes, ce qui n'est pas suffisant, quoi. Je me suis amusée à aller chercher les chiffres en me disant est-ce que c'est le dénivelé qui leur fait peur bêtement en disant est-ce que c'est le fait qu'il y ait la montagne, ça leur fait peur et préfèrent le plat. Non, les chiffres sont les mêmes à l'ultramarin. Donc ça peut être parfaitement plat, dénivelé 0, t'as pas plus de femmes. Le pourcentage ça sera vraiment identique. Donc là, voilà, maintenant on a les chiffres, ils progressent, pas aussi vite que je l'aurais franchement imaginé. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc aujourd'hui, faut arrêter de se lamenter, de se dire oui, comment ça se fait, machin, et faut commencer à agir. Je crois que le problème c'est que j'étais pour l'instant plus dans le constat et que là j'ai vraiment envie maintenant de mettre je sais pas si c'est mes connaissances, mais de mettre aussi mes relations, de mettre tout ça en route pour que on avance là vraiment et que maintenant on fasse des propositions concrètes, quoi. C'est-à-dire qu'on soit sur du concret. Et le concret, c'est se battre pour qu'il y ait suffisamment de toilettes. C'est des trucs, mais on va être sur du concret comme ça, hein. Mais c'est pas grave, il le faut. Parce que quand tu fais des sondages, quand je m'amuse je m'amuse, parce que c'est terrible à dire. Au début, c'est drôle, et en fait, quand tu vois les résultats, tu dis que c'est vraiment pas drôle. Quand tu vois ce qui fait peur à beaucoup de femmes, c'est justement l'absence de toilettes, qu'il y en a pas assez, que des choses comme ça, une absence d'intimité, où c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de me changer, de me retrouver en slip brassière au milieu d'hommes que je connais pas, parce que de toute façon ils ont pas prévu d'espace clos pour que les femmes puissent aller se changer à part, quoi. Je parle pas sur les forcément les douches évidemment à l'arrivée, tu vois, ou les vestiaires, mais par exemple sur les bases de vie de course, il y a pas forcément, tu vois, c'est pas forcément parce que le lieu va pas s'y prêter, parce qu'on n'a pas forcément penché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un espace avec quelques paravents. Si on va pas forcément devoir délocaliser, si c'est la salle polyvalente, machin truc, très bien, mais t'essayes de mettre tu vois, je pense qu'il y a plein de petits trucs. Et j'ai fait une réunion professionnelle la semaine dernière, enfin un événement qui rassemblait des organisateurs de courses, des représentants de marques, des choses comme, enfin l'univers professionnel du trail. Et j'ai discuté de ça avec des organisateurs qui sont en majorité des hommes, on va pas se mentir aussi, et qui tous m'ont dit ah mais en fait on savait pas, ah mais en fait vous avez pas demandé. On en revient à ce que je te disais, tu vois, précédemment. Les femmes osent pas, et donc après elles râlent sur les groupes entre filles en disant ouais c'est lamentable, ils ont pas. Mais je dis mais vous leur avez écrit pour leur demander, vous leur avez... Non. Si tu commences pas par demander gentiment, comment veux-tu? Non mais tu vois, et il y a pas forcément, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est quelquefois juste un manque de connaissances. Et puis dès que tu leur dis, moi j'ai eu en face de moi, tu vois, des organisateurs, et donc ça remonte à jeudi dernier, il y a très peu de jours, il y a très peu de temps, qui m'ont dit mais en fait on n'y avait pas du tout pensé, on n'avait pas fait ça. J'en ai un qui m'a rappelé, et ça m'a fait rire, il m'a rappelé 2 jours après en me disant putain, j'avais le sentiment qu'on en avait assez, j'ai refait les comptes, mais non, mais t'as raison, il y en a pas assez sur mon parcours, alors qu'en fait, c'est pas compliqué, la prochaine édition, je règle ça, on peut ouvrir, il y a un endroit qu'on peut ouvrir qui est juste à 10 mètres, on va l'ouvrir, enfin, tu vois, c'est que des choses comme ça. Donc, je me dis que je vais essayer de travailler avec, enfin, pas que moi, hein, avec des personnes d'autres femmes et tout, qu'on mette en place un peu une charte de bonne conduite, si on veut peut dire ça, quoi. Qui pourrait se décliner à tous les organisateurs de courses, finalement. Voilà, exactement, de leur dire, voilà, ça, ce serait l'idéal. C'est notre monde des bisounours. Maintenant, je suis pas non plus complètement idiote. Je sais que là, par exemple, les garderies sont souvent demandées par des filles. Bon, mettre en place une garderie pour un UTMB 46 heures,
Trouver, c'est pas forcément évident. Moi, la première, enfin, je sais pas, mais est-ce que moi, maman, j'aurais confié mon enfant d'1 an à des illustres inconnus pendant 46 heures? Je suis pas sûre, de toute façon. Donc, tu vois, mais par contre, il y a déjà il y a des courses qui le font, donc c'est possible. La VVX a mis en place, tu vois, t'as une garderie pour les petits, t'as des activités ils prennent les ados aussi un bout de temps. Verbier a mis en place aussi une garderie. T'as plein d'endroits comme ça où t'as des garderies qui sont quelquefois même pas assez connues par le public. Donc, faut aussi communiquer, faut qu'ils apprennent à communiquer là-dessus. Et pour les distances, qui te demandent une matinée, une demi-journée ou peut-être même un peu plus, c'est tout à fait envisageable, c'est faisable et ça libérerait de la charge mentale qui permettrait d'être le petit truc en plus qui fait que une femme va se dire bon allez c'est bon, j'y ai droit, je suis attendue, je peux y aller sans pression et avec toute cette concentration sur la course, sans avoir à penser à ses à côté. Tout à fait, parce que déjà parce que c'est pas forcément simple. D'abord parce que évidemment il y a des femmes qui sont toutes seules avec leurs enfants, ça c'est une réalité. T'as aussi les femmes qui sont en couple et dont le mari va courir et c'est pas toujours évident. Et je peux comprendre que ça puisse ou créer des tensions s'il y en a un qui doit renoncer par rapport à l'autre. Parce que j'imagine que si t'as la chance justement d'avoir trouvé un conjoint qui court et tout, c'est vrai que c'est vachement sympa de se dire que tu peux aller courir avec lui, enfin de faire la course ensemble, tu vois, de vivre un truc ensemble et de pas être bloqué, de savoir que ta progéniture attend tranquillement, t'implique pas. Moi, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que je mettais en branle les grands-mères qui étaient absolument adorables, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir 2 grands-mères disponibles. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire plein de petites choses, c'est plein de petites actions. Ça va être comme du colibri, cette histoire, plein de petits colibris, mais mis les uns sur les autres, on arrivera à un gros pélican, j'en suis sûre. C'est la fin du truc. Non, mais c'est vrai, il y a plein de petites choses à faire et qui sont vraiment du concret, du pratique. Alors Cécile, toi qui as commencé par la parisienne, 6 km 5 sur le bitume, est-ce que tu prônes ces courses, on va dire spécifiquement ouvertes aux femmes, ou est-ce que tu es pour la mixité et le fait que les hommes puissent se côtoyer avec les femmes sur les compétitions? C'est une vraie question et qui m'embête énormément parce que d'un côté, j'ai envie de te dire que je suis forcément pour la mixité puisque c'est ce que je viens de te dire, enfin je suis j'ai bien en tête de me bagarrer pour que il y ait de plus en plus de femmes sur toutes les courses et que elles osent prendre un dossard, ce qui est pour l'instant pas mal la problématique. C'est-à-dire que les femmes courent, il n'y a pas de doute, mais elles n'osent pas prendre de dossard. Le problème, c'est que je me remets à ma place il y a 15 ans et spontanément, je suis allée sur cette course féminine. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question. Quand il a fallu prendre un premier dossard, j'ai vu que la parisienne existait. Alors, c'était pas la parisienne d'aujourd'hui. On va pas se mentir non plus. C'était un événement qui était beaucoup plus petit, beau, voilà. Mais j'y suis allée parce que ça me paraissait évident que c'était là que je devais aller. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré ce moment. Et je me vois pas aujourd'hui cracher dans la soupe, en gros, si tu veux. De dire, waouh, je suis anti-course féminine. Parce que ça reste ma première fois, qu'elle a été parfaite et que j'ai adoré ce moment. Et que je me dis que si c'est une façon, une porte d'entrée pour une femme, si c'est ça qui la rassure, que son premier dossard soit une course féminine, eh ben allons-y, tant pis, faut en passer par là, et ben on en passera par là. Ce qui m'embêterait, c'est que des femmes ne fassent que ça. Oui, si tu me dis que voilà, ça me pose un problème. Si je rencontre une femme qui me dit moi je ne cours que des courses féminines, ça me pose un souci, c'est évident. Mais ça me gêne pas. Si on a quelques courses féminines en France, tu vois, s'il nous en reste quelques-unes,
et pas forcément pour le cancer du sein parce que voilà, c'est pas gênant. Je suis presque un peu plus embêtée de voir des courses féminines qui s'incrustent sur d'autres événements. Et là, je vais donner des noms. Je suis plus embêtée aujourd'hui de formats féminins sur la Maxi Race ou sur les Templiers que la Parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je considère, je dis toujours ça, mais pour moi, la Parisienne, puis en plus, je la vis, il se trouve que j'y retourne régulièrement et tout, donc alors, voilà. C'est une pyjama party avec des copines. Tu vois, c'est un truc. Ça dure pas beaucoup de kilomètres. Tu cours. Maintenant, ils ont un 10, donc on va dire tu cours 1 heure et quart. C'est voilà, c'est une espèce de bouffée rose, barbe à papa. Tu fais le truc jusqu'au bout. Tu mets un diadème, tu te mets des fleurs dans les cheveux. Voilà, tu fais le truc. Ça m'embête plus quand ça vient de courses qui existent et qui offrent des formats courts déjà mixtes. Tu vois, enfin. Ouais, tu dis pourquoi scinder et ouvrir spécifiquement aux femmes une course sur un format qui existe déjà, ouvert à tout le monde à côté. Ouais, j'aime moins ça. Je suis plus embêtée. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Hein. Je pense qu'il y en a certains qui vont se dire mais mets-toi d'accord avec toi-même, c'est pas très logique. Mais tu vois, ça m'embête vraiment plus que le message pour moi est différent. Viens sur la Maxi Race et fais la course des filles, ça m'embête un peu. Bon, apparemment, elle est super. Hein, je l'ai jamais faite, hein, mais j'ai des copines qui le trouvent super. Le parcours est très bien, tout ce que tu veux. C'est pas le problème. J'aime moins le message. Alors que le message de la Parisienne. D'ailleurs, et bon, pour la petite histoire, il se trouve que j'ai collaboré avec la Parisienne. C'est-à-dire que la relation a été telle que j'ai fini par collaborer avec eux. Et j'ai fait de la création de contenu, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai écrit le petit livret qui était remis à toutes les coureuses dans le sac que tu recevais quand tu allais chercher ton dossard. Et j'avais accepté ce contrat à la condition que tout le livret, en fait, soit axé sur la Parisienne, c'est votre première course. Mais ça ne doit pas être la dernière, et la prochaine doit être une course mixte. Et l'organisation l'avait tout à fait accepté. Parce que faut pas oublier non plus l'histoire qu'il y a derrière la Parisienne, qui est finalement assez peu connue, mais qui est la volonté d'un homme qui organisait le marathon de Paris avant que ce soit Esso et tout, et qui ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de femmes, et qui avait vu qu'aux États-Unis, Catherine Switzer avait organisé un circuit de course féminine. Tu vois, même Catherine Switzer a compris qu'elle fallait en passer par là. Donc, il s'est dit, bon, bah, si ça marche là-bas, je vais faire la même chose en France. Mais il y avait, voilà, et ça me plaît bien. Maintenant, qu'un événement, voilà, qui existe déjà, qui a son image, qui me rajoute ça m'embête un peu. Bon. Mais j'ai conscience que pour beaucoup de femmes, et je pense qu'il faut que les hommes en aient conscience, le premier dossard, le patriarcat, tout ce que tu veux, fait que elles se sentent rassurées, quoi. Donc elles ont la trouille de finir dernière. Là sur la Parisienne, elles savent que de toute façon la dernière sera forcément une femme, si tu veux. Donc par la force des choses. Et ouais, franchement, l'ambiance est super sympa et tout, donc c'est vrai que je peux comprendre, tu vois, que ça plaise, quoi. Après, c'est assez marrant parce que j'ai testé des courses féminines à l'étranger aussi pour aller voir comment ça se passait. Et ça a été très drôle parce que je suis allée faire la course féminine à New York, qui est organisée par la même association que le marathon de New York, qui organise des courses en fait quasiment tous les week-ends à New York. Hein. Tu peux prendre un dossard tous les week-ends. Et ils ont une course féminine qui existe depuis les années 70, qui rebelote, même histoire, a été créée parce que ils voulaient encourager les femmes à prendre des dossards et à faire qu'elles arrivent sur le marathon. C'est un 10K dans Central Park. Enfin, tu pars sur l'avenue et tu fais la boucle dans Central Park. Et ma grosse surprise, c'est que je pensais que ce serait comme les courses féminines en France, tu sais, où justement les filles mettent des diadèmes et des fleurs et des machins. Cette pyjama party dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça, quoi. En mode girly à fond les ballons.
Et ben pas du tout. Les filles sont là pour courir. Il y a une ambiance, mais un truc de fou furieux. Il y a un esprit de compétition, c'est-à-dire que ça transpire la compétition, en sachant qu'il y a des filles qui finissent en 1:30 le 10 km. C'est pas le problème. Elles sont là pour courir. Elles sont pas là pour faire, tu vois. C'est vachement rigolo. Ah, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Mais c'est vachement sympa aussi. Et c'était très drôle parce que moi j'avais mis une jupette, j'avais mis des trucs roses et tout. Et les quelques personnes que j'ai retrouvées au départ, qui étaient un peu funky, un peu déguisées, c'était des étrangères. Il y avait aucune américaine. C'est-à-dire, on n'avait pas compris du tout le thème de la soirée, en gros. C'est comme quand t'arrives déguisé, si tu veux, alors que la soirée l'est pas, quoi. On a eu vraiment le même sentiment. On s'est retrouvés, on était tout embêtés. Il y avait 2 Écossaises qui avaient mis, qui s'étaient un peu déguisées et tout. Elles disaient, on a l'impression vraiment d'être ridicules. Et non, elles sont là pour courir, les filles. Voilà, c'était vachement sympa. Et d'ailleurs, ils organisent, donc il y a le 10K pour les vieilles, entre guillemets, et ils font une compétition pour les jeunes filles, pour les ados. Ils ont un miles qui est organisé, mais en mode compétition. Et ça, on n'a pas encore ça en France. Mais ça explique aussi qu'on les retrouve après sur les autres courses, quoi. Donc, ouais. Non, je pense que bon, tant qu'on aura autant de courses mixtes en France, on n'a pas à s'embêter avec ça, quoi. Alors la mixité, Cécile, on la retrouve dans un autre rôle que tu as adopté il y a quelques mois maintenant, c'est l'assistance auprès d'un ultra-trailer en la personne d'Alexandre Boucher, dit Casquette Verte. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés et comment tu as été amené à lui apporter tes conseils, ton accompagnement sur ce rôle d'assistance qui est quand même assez prépondérant et primordial sur l'ultra? Alors, je t'arrête tout de suite. Je ne donne aucun conseil à Alex. S'il y a bien quelqu'un qui n'écoute absolument pas les conseils de qui que ce soit, c'est Alex. Donc, non. Moi, c'est vraiment... Alors, c'est un hasard complet puisqu'on s'est rencontrés... C'est encore le hasard, hein. Ah, complètement. Ouais. Non, mais vraiment. Hein. Je faisais mon métier de journaliste, hein, tout simplement. Hein. Sur une course où il n'était pas, d'ailleurs. En plus, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est-à-dire que j'ai pas du tout passé... la journée à le suivre. Je l'ai vraiment vu. Il venait de... il faudrait que je lui redemande. Je sais même plus je crois qu'il a gagné la course, le 100. Mais moi, je suivais le 100 miles. Donc, en fait, je l'ai jamais vu. Enfin, des questions de temps faisaient que je l'ai jamais vu de la course, vraiment, quoi. J'en avais entendu parler, forcément. Pas en bien, forcément. Et comme son Instagram ne m'intéressait pas, je ne le suivais pas. Voilà. Mais ça n'empêche que j'en entendais vraiment parler de plus en plus, surtout dans mon univers professionnel en fait. Et voilà. Et le hasard a fait qu'on s'est croisés sur un parking. Il fumait sa clope puisqu'à l'époque il fumait encore. Et ça m'a énormément énervée parce que j'avais compris l'image qu'il avait, enfin, c'est-à-dire qu'il était vraiment suivi. On m'avait bien expliqué qu'il y avait vraiment un nombre de personnes qui le suivaient énorme, et de voir ce jeune homme qui clopait, ça m'a exaspérée, parce que je savais pas qu'il fumait. Parce que ma vie professionnelle avant m'a emmenée dans l'univers de la cancérologie, et que donc c'est un sujet. Je suis pas du tout une ancienne fumeuse. J'ai aucun, voilà. Mais ça m'a, et je suis tombée dessus, hein. Il s'est pris une leçon de morale, qu'il a pas dû comprendre. D'ailleurs, il me l'a dit, hein. Il n'avait pas compris ce qu'il m'avait pris. Et voilà. Mais ça a enclenché notre discussion. Et puis, ça aboutit derrière à la rédaction d'un article. Pour écrire cet article, il a fallu qu'on discute, forcément. Et c'est dans cette discussion-là qu'on a abordé. Alors là, pour le coup, j'ai aucun souvenir de pourquoi je lui ai parlé d'assistance. Je pense que c'est lui qui a dû, dans son truc, me dire qu'il était en gros contre les bâtons et l'assistance. Et je disais, oui, ça je peux entendre, parce que moi finalement mes courses dans le désert, elles sont sans assistance. Et je considère que c'est super de pas avoir d'assistance. Ça t'apprend à gérer, et je trouve ça très très bien. Donc je comprenais son discours. Mais là, c'est moi qui finis par lui dire, mais attends, mais même sur l'UTMB, t'as pas d'assistance. Parce que il avait dû me dire qu'il allait à l'UTMB. Il me dit, oui, je me débrouille. Je dis, en fait, t'es complètement con ou quoi? Enfin, là, ça n'a pas de sens, parce que là, pour le coup, tu te tires vraiment une balle par rapport aux autres.
tu vois, enfin, il y a des courses où je pense que bon, la différence. Et puis on gratte un peu le sujet. Il me dit qu'il a pas envie d'impliquer ses proches, de leur imposer ça. Il a pas, enfin, ce que je peux entendre. Au sein de toute façon chez Salomon, il est pas élite, enfin, donc il n'a pas le staff Salomon à disposition et tout. Et il me dit, j'ai pas envie d'embarquer des amis ou des machins, de me retrouver redevable de trucs, de dire tu les embarques. Et c'est comme ça que je lui ai proposé, puisque par contre j'avais déjà fait plusieurs assistances, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose que je vais pas dire que je maîtrisais, c'est un grand mot, mais enfin celle de l'UTMB j'en ai fait plusieurs. Je savais où je foutais les pieds surtout. Et j'ai fait des assistances surtout de personnes qui partent pour 40 heures, hein, donc les 2 nuits dehors sur l'UTMB et tout, je savais ce que c'était, quoi. Et je lui dis, mais ça par contre, dans ce cas-là, je te propose voilà une assistance. Je sais où je vais, t'as pas de stress à avoir. Tu ne me dois rien puisque moi je suis présente à l'UTMB pour mon travail, donc de toute façon je serai à Chamonix. Je ferai forcément le tour de la course, donc autant que je serve à quelque chose. Et puis voilà. Et puis j'écris un article derrière. Donc c'est donnant. Tu ne me dois rien puisque entre guillemets tu m'as utilisé, je t'ai utilisé, tout va très bien. Et c'est comme ça que c'est né. Et j'étais vraiment, mais vraiment pour moi c'était un one shot, quoi. J'ai fait l'assistance d'un copain, enfin de quelqu'un qui est devenu un copain un peu après, parce que je voulais voir ce que c'était. Je l'ai pris en cobaye, quoi. Et c'était un peu la même histoire, quoi. Là, c'était un peu l'idée de se dire, tiens, je vais faire une assistance de quelqu'un qui va un peu plus vite que le copain qui met 44 heures. Et puis ça s'est bien passé. Voilà. Et ça a enclenché une relation en sachant que je ne fais pas toutes ces assistances non plus. C'est-à-dire que je suis pas sur toutes ces courses. On choisit les courses sur lesquelles je suis. Et c'est celle où il a un objectif de temps. En sachant que c'est pas non plus une obligation puisque j'étais pas à la diagonale, hein, et qu'il fait un top 10 sans moi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il a absolument pas besoin de moi. Il le dit et il le prouve surtout. Après, il avait de l'assistance sur la diagonale, hein, puisqu'il y avait de l'assistance qui avait été un peu organisée, un peu chaotique à certains endroits, mais il y avait une assistance. Donc voilà. Et cette année, je repars aussi. Je vais repartir, mais c'est un échange, c'est-à-dire qu'il me donne son programme de l'année. Il me dit là où ça l'arrangerait qu'il y ait une assistance. Et je lui dis si je peux ou pas. Voilà. Et puis, si je peux pas, je peux pas. Mais là maintenant, il y a le duo et puis finalement, ça continue cette relation de donnant-donnant parce que je lui rends service, très, très bien, mais je vis des émotions aussi qui sont hyper fortes, hein, franchement. Et ça, je m'y attendais pas forcément à ce point. J'avais jamais vécu ça aussi fort. Enfin, sur des assistances, j'ai eu des moments aussi, c'était quelquefois un peu dur parce que ça m'est arrivé d'être face à des personnes qui, quand tu fais l'assistance d'une personne qui est vraiment dans le mal, tu sais pas trop quoi faire parce que il y a est-ce que tu l'arrêtes, est-ce que tu l'encourages, est-ce que tu l'encourages à être raisonnable, est-ce que à l'inverse il y a le poids des mots également. Cécile, toi qui manies justement l'écriture, faut pas qu'un mot soit pris pour un autre et que ça ait l'effet contraire. Donc après, ce qu'il faut savoir, et je pense que je peux divulguer ce secret parce que c'en est pas vraiment un non plus. Mais par exemple pour l'UTMB en 2023, je n'étais pas seule. Je suis seule pour l'assistance puisque ceux qui connaissent l'organisation de l'UTMB savent qu'il n'y a le droit qu'à une seule personne à l'intérieur des ravitaillements. Mais Charlotte, sa petite amie que maintenant tout le monde connaît indirectement, au moins de dos sur les photos qu'ils publient tous les deux sur leurs réseaux sociaux, Charlotte était là à l'entrée et à la sortie du ravitaillement. Donc le coaching mental, c'est Charlotte qui s'en occupe et moi je m'occupe du coaching entre guillemets, enfin pas du coaching, je m'occupe de l'assistance voilà. Mais je ne m'implique pas, c'est-à-dire je suis pas Alix. On va donner des noms, hein.
Je suis Tu pas du l'attrapes tout la par le Alix de col. Mathieu. Non, je me vois pas du tout faire ça. Je pense que ça le surprendrait énormément. Après, il me demanderait ce qu'il me prend. Non, on n'a pas ce type. En tous les cas, c'est pas ses attentes. Et je serais pas à ma place et très embêtée si c'était ça. Charlotte, Alex, à la sortie, le reboost et ça, oui, ils se débrouillent, c'est entre eux. Mais moi, me vois pas le faire. Je suis vraiment sur une assistance purement matérielle. Après, bon, bah, j'imagine que ça aide aussi de savoir que, bon, voilà, t'as quelqu'un qui est là, qui sera là pour te faciliter. Je pense que sur une Lyon-Saint-Élion, ça fait la différence sur le retour, parce qu'on a vraiment fait une assistance. On a vu les temps, c'est hallucinant même. Heureusement qu'on était filmés. Voilà. Bon, bah ça, de toute façon, rien ne remplacera une assistance. On va pas se mentir, hein, entre quelqu'un c'est pour ça qu'il n'y a pas d'égalité, tu vois, c'est ce que je te disais, hein, entre lui qui repart en 17 secondes, parce qu'en 17 secondes, on a enlevé il a acheté ses flasques, je lui ai remis ses flasques, il est reparti. Et l'autre personne qui va devoir s'arrêter au ravitaillement, sortir ses flasques, dévisser sa flasque, machin. Bon, voilà, tu vois, même en allant le plus vite possible, voilà, il y a une inégalité. Donc ça, c'est vrai que c'est une force de pouvoir avoir quelqu'un qui est là, de pouvoir bon, tu vois, il y a des trucs comme ça, je lui fais cuire du riz maintenant, ce qui nous fait beaucoup rire, parce qu'il m'a demandé d'essayer, donc on avait fait les tests sur l'Ultra 01, je l'ai refait sur l'UTMB. Bon, bah voilà, il digère plus le riz que des pâtes. Bon, bah c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Maintenant, voilà, tu vois, il a fait la diagonale, un top 10, j'étais pas là pour lui faire cuire du riz, hein. Donc, il a des capacités, le petit, sans moi. Alors, tu disais avoir vécu pas mal d'émotions, que ce soit Ouais. du côté de cette assistance, dans tout ce que tu as traversé comme course à travers le monde. Si tu devais en retenir qu'une seule, ce serait laquelle? Est-ce que c'est cette première course, la parisienne, ce premier marathon? Est-ce que elle est à venir? Elle n'est peut-être pas encore arrivée, cette plus belle course. C'est pas évident parce que d'abord parce qu'il y en a plusieurs, je pense, parce que je me suis construite sur ces émotions-là, parce que il y aura des choses, des émotions positives, c'est-à-dire euh, que j'ai pu vivre, mais des choses qui sont assez paradoxales, c'est-à-dire que par exemple mon meilleur temps sur marathon n'est pas un bon souvenir. C'est vraiment pas une course que j'ai aimée. Alors que tu vois, alors que c'est mon meilleur temps sur marathon, bah finalement, j'ai pas aimé cette course. Donc ça, c'est assez particulier. J'ai des souvenirs. Bon, il y a surtout des émotions. Ça a été de paysages, ça a été de lieux complètement improbables. Enfin, faut quand même se dire, j'ai quand même fait des choses qui sont complètement dingues. Mais par exemple, j'ai eu des émotions plus, tu vois, spontanément. Une de mes plus grosses émotions récemment, c'est un échec, tu vois. C'est ça qui est assez bizarre. Mais j'étais à Oman sur l'UTMB, le bail UTMB qui a existé 2 ans. J'ai fait la première édition, qui était hyper dur. C'était un enfer ce truc. Et je courais après les barrières horaires, mais vraiment, c'est-à-dire que je passais les ravitaux et j'étais à 3 minutes, quoi. Et tout d'un coup, j'étais dans un paysage, mais d'une beauté hallucinante. Le soleil était en train de se lever. J'avais Renaud Capuçon dans les oreilles. Le violon de Renaud Capuçon dans les oreilles. Et là, je me suis dit, mais arrête ça. Et je me suis arrêtée. Je me suis assise et j'ai regardé le soleil se lever en écoutant. Et c'est un souvenir, mais de dingue, de trucs, me dire, mais mon Dieu, ce sport m'aura fait vivre des choses
complètement folle. Je suis là dans ce désert de pierres. Je suis en train de rater ma course, donc puisque je vais rater la barrière suivante. Enfin, je vais même pas chercher à la voir et tout. Et pourtant, c'est un souvenir de fou. C'est ça qui est quand même assez particulier avec ce sport, je trouve. C'est-à-dire que tu peux même trouver, tu vois, ça c'était une émotion. J'en avais les larmes aux yeux, tu vois, de me dire, mais mon Dieu, ce sport me fait vivre un truc complètement dingue. Et un de mes souvenirs les plus forts, c'est l'Égypte. C'est très con ce que je vais raconter parce que j'ai pas d'esprit de compétition, forcément. Contre moi-même, ça m'arrive, mais contre les autres, jamais. Je l'ai eu qu'une fois et je l'ai eu sur cette course. Voilà. Et je me suis bagarrée pour la 4e place. Donc, ce qui donne une idée quand même, c'est vraiment le truc complètement débile. Hein. Mais c'était la seule place, donc première de ma catégorie quand même, parce que du coup, je suis repartie avec mon premier catégorie. Et je me suis bagarrée, mais d'une force, mais truc de dingo. Hein. Et l'étape longue, on terminait par l'étape longue. Et ça a été un souvenir parce que j'ai vraiment eu le sentiment là que je poussais, je vivais quelque chose de vraiment ultra intense dans un lieu absolument dingue puisque c'était quand même le désert blanc en Égypte, donc vivre tout ça en même temps. Et cette ligne d'arrivée est c'est une des seules où je pleure parce que je pleure jamais, enfin je pleure pas sur la ligne d'arrivée. Là il y a eu les vannes qui se sont ouvertes et le sentiment de je sais pas, d'espèce de devoir accompli complètement débile. Hein. 4e, fallait quand même c'est original d'aller se battre pour la 4e place. Mais ouais, j'étais, il y avait tout. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'étais fière. Puis après, c'est vrai qu'il y avait tout puisque derrière il me restait encore l'Antarctique à valider avec eux, mais l'Antarctique était, je savais que c'était pas du tout le même stress. Enfin, c'est un format très particulier l'Antarctique et je savais que je serais finisher, donc je savais que j'étais au bout de ce projet complètement fou d'une année complètement dingue. Il y a tout qui est sorti en fait là, à ce moment-là. Et ça, ouais, j'ai quand même pas mal de chance. Quel conseil, Cécile, tu pourrais donner? Là, ça fait écho à ton ouvrage, hein, le marathon, passer la ligne d'arrivée. Mais justement, pour passer cette ligne d'arrivée, que l'on réalise un défi sur marathon, sur un ultra, sur tout type de course. Hein, peut-être que des auditeurs vont accrocher leur premier dossard en 2024. Quels seraient tes conseils? Déjà parce que, alors, les personnes qui me suivent, enfin beaucoup de personnes qui me suivent ont le sentiment, et c'est de ma faute, que j'y vais beaucoup au talent et que je prépare pas mes trucs. Alors aujourd'hui, oui, depuis quelques années, je suis beaucoup plus au talent, ouais. Mais pas au début, c'est pas vrai. Faut arrêter. J'en ai fait des fractionnés, du seuil et du machin, et je suis allée sur piste et j'en ai chié. Et j'étais à 4 fois par semaine et j'ai fait des sorties longues et j'ai fait ce qu'il fallait. Et il y a un moment, il faut quand même être prêt parce que ça doit rester un bon souvenir, tout ça. Et pour que ce soit un bon souvenir, faut être préparé un minimum. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Et ça fait partie du truc. C'est le chemin qui vous amène à. Mais ce chemin est important à mener à bout, je pense. Et fait vraiment partie du paquet, quoi. Et faut pas hésiter à aller voir Enfin, je dis souvent ça aux femmes aussi, quoi. Aller dans les clubs pour apprendre à courir et tout. C'est ouvert aux débutants, les clubs. Faut arrêter de s'imaginer que il y a que des mecs qui courent le marathon en 2h20 dans les clubs d'athlètes. C'est pas vrai. Il y a de toute façon des groupes pour débutants et tout. Ça s'apprend. Ça fera, aller en club, ça fera pas forcément de vous un champion de course à pied qui finira aux Jeux Olympiques. Mais au moins, ça fera quelqu'un qui saura à peu près structurer sa semaine, organiser et se préparer et bien vivre après ces défis qui se lanceront. Prendre un dossard aussi assez vite, je pense que c'est pas mal. Moi, j'admire ceux qui sont capables d'aller courir 3 fois par semaine sans objectif parce que voilà, mes dernières années ont prouvé que j'en étais vraiment pas capable. Moi, si j'ai pas un objectif en tête, un minimum, j'ai du mal à me motiver. Et parce que ça fait partie du lot aussi, je trouve, d'aller chercher un dossard. Je trouve ça toujours intéressant.
rester quand même raisonnable, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai fait des trucs et parce que oui, finalement ça s'est bien passé. Je sais que c'est la mode aujourd'hui, que les gens ont l'impression qu'on a un peu trop pas vulgarisé, mais Peut-être un petit peu banaliser ouais, ces banaliser. épreuves Merci, longue c'est le mot que je distance. cherchais. Ouais, je suis fatiguée, hein. Mais on a trop banalisé l'ultra, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Un ultra, ça se respecte énormément, et ça doit être un cheminement, et que on doit aller, on doit suivre une progression logique. Il faut que ce soit un minimum structuré. D'abord parce que moi j'ai aussi vu des gens. Alors oui, tu peux monter peut-être très vite sur ultra, tu peux peut-être même le finir, mais j'ai vu beaucoup de personnes aussi se fracasser et mettre un temps fou à se remettre derrière. Donc je vois pas où est l'intérêt. Le sport, normalement c'est un bienfait pour ta santé, ce qui veut dire que tu ne dois pas être chez le médecin et chez le kiné tous les 15 jours, voire même 3 fois par semaine, parce que là ça veut dire qu'il y a un problème. Faut pas oublier ça, c'est logique. Donc voilà, faut faire attention. Maintenant, il faut pas forcément tomber dans tout doit être axé autour de la course à pied. Il faut pas non plus te priver de tout pour que machin. J'ai quand même vu quelquefois passer des messages, mais tu réalises, tu sais, du mode mon frère se marie ce week-end, j'ai un marathon dans 3 semaines. Est-ce que vous croyez que je peux quand même prendre une coupe de champagne? Oui, tu vas pouvoir prendre une coupe de champagne pour le mariage de ton frère, je pense. Oui, c'est dans 3 semaines. Temps mort, là, calme-toi quand même. Hein. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est. Mais ouais, non, moi, je veux pas que les gens s'imaginent que tout a été aussi facile pour moi, quoi. J'en ai vraiment. Je me suis entraînée, j'étais super sérieuse au départ, quoi. Donc et j'aurais dû continuer à l'être. Ça aurait été pas plus mal, je pense. Je serais pas autant en galère aujourd'hui si j'avais ce courage. Non, mais bon, je plaisante. Hein, c'était mon cheminement, mais non, qui se prépare, qui n'hésite pas à poser des questions, qui n'hésite pas à s'entourer aussi de bonnes personnes. S'il y a un club, c'est compliqué pour eux, il y a des coachs, voilà. Si le premier coach qu'on contacte, ça se passe mal, et ben on en trouve un deuxième, on le remplace, c'est pas un souci, t'as le droit de pas, voilà. Mais faire ça de façon un minimum sérieuse, quoi. Et réfléchir, tu vois, à comment faut sortir le planning, faut voir ce qui est gérable, ce qui est faisable, faut pas non plus que ça t'empoisonne la vie. Faut que ça reste un plaisir. Donc, il faut te donner les conditions pour que ça reste un plaisir. Et c'est faisable, hein. C'est faisable. Bon, je pense que tu l'as bien démontré à travers notre échange, en pouvant concilier une vie de maman, une activité professionnelle et des échéances avec des défis qui étaient quand même assez conséquents. Oui. Après, voilà, j'ai bien conscience que j'aurais pu arriver plus prête sur certains si j'avais pris un peu plus de temps pour les préparer et tout. Donc, bon, on peut pas refaire l'histoire aujourd'hui. Mais je le dis avec vraiment avec une grande honnêteté. Si j'avais commencé la course à pied beaucoup plus tôt dans ma vie de femme, j'aurais pas du tout géré mon parcours sportif comme je l'ai géré. Là, j'avais ce côté, je commence un peu tard, et donc j'ai eu un sentiment de boulimie. Enfin, tu vois, il fallait que je fasse parce qu'en plus, bon, il se trouve que j'ai des soucis de santé qui font que je savais qu'il y avait une espèce de deadline qui était réelle et qui s'est confirmée en plus, histoire de bien, voilà. Donc il fallait que je fasse un maximum vite parce que je savais que ça allait s'arrêter. Mais si j'avais commencé à 20 ans, j'aurais été beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus dans la progression. C'est une évidence. J'aurais préparé les marathons totalement différemment et de façon beaucoup plus sérieuse pour voilà, tout comme mes ultras. Enfin, j'en aurais fait beaucoup moins. Et oui, non, ça c'est évident. Tu vois, je fais pas du prosélytisme pour ma paroisse. Hein, c'est pas parce que
je l'ai fait, que je suis en mode non mais si, allez-y, faites 8 ultras par an, c'est facile, j'y arrive. Non, Mais demandez au Guinness avant pour pouvoir avoir le record. Ouais, c'est ça, exactement. Non, je l'ai fait en 2012, mais je me suis grillé la thyroïde, les enfants, donc tu vois, non. Ouais, je l'ai fait, mais bon, est-ce que c'était bien intelligent, c'est autre chose. Alors, pour conclure notre échange, Cécile, j'avais une dernière question, qui est l'instant à côté de mes pompes. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train d'écrire ou de courir? On ne va pas parler de course à pied, que ce soit dans ta pratique sportive ou dans quelconque écriture professionnelle. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ce que j'aime faire, je vais au cinéma. Et attention, je vais au cinéma. L'avantage, c'est que j'y vais à des horaires bien décalés et je suis toujours au premier rang. Et généralement, il y a personne et j'ai l'impression d'avoir privatisé la salle. J'ai l'impression d'avoir une salle de ciné pour moi. C'est ma deuxième activité, c'est le cinéma. J'y vais pas autant que je voudrais. J'habite donc dans le Bourbonnais. Je n'ai donc pas accès à toutes les salles d'arrêt d'essai parisiennes, ce qui est un grand regret. Mais c'est comme ça, donc je fais avec ce que j'ai. Mais c'est vraiment le truc que je fais le plus en activité, voilà. Après, je considère que quand je lis un livre, presque, c'est terrible à dire, mais ça relève un peu de mon activité professionnelle aussi. D'abord parce que je lis tellement de livres pour faire des fiches professionnelles que, voilà. Non, le ciné, c'est vraiment une de mes grandes passions. Alors, si les auditeurs veulent te contacter, veulent te retrouver, ont peut-être des questions à te poser, par quels moyens on peut te retrouver? Ah, bah, facilement, je suis sur les réseaux sociaux de base. Sur Facebook, comme toute boomer qui se respecte, et Instagram, c'est tout. Par contre, n'allez pas me chercher sur TikTok, Snapchat ou je sais pas quoi. Là, non, en moment, ça s'est arrêté. Non, j'ai un site aussi, Run Fit and Fun, qui est mon blog en fait. Et si vous avez le petit onglet contact, ça arrive sur mon mail perso direct, donc faut pas hésiter. Mais sinon, oui, il y a les réseaux sociaux. Alors, je dis souvent que faut pas hésiter à me relancer si jamais j'ai raté une question. Si vous voyez que normalement, j'essaye vraiment de répondre aux gens. Et si je ne réponds pas, c'est que j'ai vraiment pas vu votre message, c'est qu'il n'y a pas eu de bol et que c'est tombé un moment où il y a eu une petite vague de messages sur les MP qui fait que ça s'est un peu noyé dans la masse et je l'ai raté. Donc, faut pas hésiter à me relancer. Je le vis très très bien. Je suis pas du tout vexée. Je le dis souvent parce que c'est le cas quand je fais les assistances d'Alex. Je te laisse imaginer mon Instagram. Voilà, c'est une boule à facettes tellement ça clignote. Donc, je peux rater des trucs par moment. Mais il faut pas hésiter. J'essaye au maximum de répondre aux gens. Quand j'ai la réponse, évidemment. Surtout. Eh bien, un grand merci Cécile pour ce long échange et puis au plaisir de se revoir peut-être du côté du Bourbonnais à ce moment-là. Du Bourbonnais, mais tout à fait, une des plus belles régions de France. Mais venez pas trop non plus, on est tranquille. À ne pas confondre avec l'Auvergne, vous êtes vraiment presque une principauté indépendante. Ah mais tout à fait. Et ça, on y tient. Mais d'abord parce que les Auvergnats veulent pas de nous, parce qu'à chaque fois qu'à Clermont-Ferrand, je dis que j'habite là où j'habite, on me dit « Ah bah non, t'habites dans le Bourbonnais. » Ça va, on a compris. Et mais non, on a une appellation maintenant, vraiment. Le Bourbonnais a vraiment son appellation. Et puis, on a le château des Bourbons quand même. Quand tu dis que c'est une principauté, c'est même une royauté presque dans le royaume de France. Non, c'est vraiment une très très belle région. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Eh ben, un grand merci Cécile. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.